La table ronde de cet après-midi, parce que c'est lundi, parce qu'on a envie, je veux dire, de discuter un petit peu de toutes les influences, et sur le thème de la culture pop. C'est-à-dire, qu'est-ce qui influence la mode aujourd'hui, comment la mode influence d'autres médias, que ce soit la vidéo, que ce soit, je veux dire, la création, la technologie, et comment tout ça se confond, chacun dans sa spécialité et dans sa spécificité, pour donner une réelle force. Pour en parler autour de moi, c'est autour de vous, mesdames, messieurs, plusieurs personnes. Et le plus simple, c'est de se présenter les uns les autres rapidement. Donc Dominique Leguet a fondé et dirige le bureau Alchimie. Elle nous présente ce que c'est brièvement. 3 images vont expliquer en quoi ce bureau, mais tout le monde le sait, en quoi ce bureau est si capital. Et comme je suis heureux que tu sois ici, ma chère Dominique, à toi. Voilà, alors donc les images n'arrivent pas, je vais faire sans images. Donc nous, on est hyper secret en fait, hein, puisque tout ce qu'on fait est complètement secret, ça sort dans 4, 5 ans, 6 ans. Donc on fait à la fois de l'analyse de marque, analyse de métier, ensuite des pistes, nous voilà, tiens. Donc on s'appelle Manufacture de création, c'est à moi de tourner le truc je pense. Donc notre idée, c'est vraiment ciseler, subvertir, déceler. Donc on est plutôt dans la provocation. On refuse de faire du marketing trop classique. Et on essaie de dénicher les signes avant-coureurs. Donc peut-être les contre-cultures s'il y en a encore. Et ce que nous faisons, donc, c'est plateforme identité de marque et création rupturiste de concepts et d'expériences produits, essentiellement autour des parfums, de la cosmétique, un peu de la mode, et aussi pour Danone, et aussi pour la joaillerie. Voilà, donc on travaille pour... Et ils vous ont fait confiance, comme nous, madame, c'est pour ça qu'on vous a invité. Voilà. Non, ce qui est intéressant, je trouvais, c'est justement la multiplicité. Alors, évidemment, dans le parfum, dans la cosméto. Voilà, Armani, voilà. Bottega Veneta, Burberry, Hermès, Guerlain, Chanel, enfin tous ceux qui sont concurrents les uns des autres. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Alors, nos amis ne sont pas concurrents de toi, n'est-ce pas? Jean Z est journaliste, on se connaît avec Jean Z parce que c'est le spécialiste, je peux me permettre de dire ça, Jean, le spécialiste de la vidéo. Nous venons de monter ensemble une exposition, enfin c'est lui qui a fait un travail absolument formidable à la Cité Design de Saint-Étienne sur le jeu vidéo, avec surtout comment se crée un jeu vidéo, c'est-à-dire le game design, si je me trompe. Monsieur Z, le journaliste, spécialiste, observateur reconnu et sympa copain, vous avez des vidéos? Oui, je suis aussi effectivement curateur ou ce qu'on appelle commissaire d'exposition. Et le Brexit, on dit commissaire d'exposition. Oui, on dit curateur ou commissaire d'exposition, c'est les deux. C'est le buzzword curateur. Absolument, voilà, terminé. On a ringardisé le mot commissaire, mais qui reviendra sans doute dans 20 ans, aussi fier comme un pan. Et l'idée, en fait, en 2017, j'avais fait ça à la Fondation EDF, qui est plutôt un lieu d'art contemporain. Et du coup, c'était une histoire du jeu vidéo, mais qui respectait les lieux, c'est-à-dire avec une version un peu arty, en tout cas, même si c'était une salle d'arcade in fine, c'était une histoire d'arcade qui racontait quelque chose avec une esthétique et une scénographie particulière. Bon, l'expo a cartonné, mais le truc intéressant, c'est qu'on a eu droit à un shooting mode à l'intérieur même de l'expo. De fait, Technicart sont venus, les équipes de Technicart sont venues prendre en photo pendant une demi-journée, une journée, donc des mannequins. Ça a donné lieu à un hors-série tout à fait mode et vestimentaire. Donc je pense qu'on est ici dans un lieu qui lui est consacré également. Et cette année, j'ai organisé une autre exposition à Saint-Étienne, la Cité du Design, et cette fois sur le game design, c'est-à-dire la conception de jeux vidéo. Et là aussi, en essayant de respecter le lieu, qui est un lieu superbe, un lieu magnifique, et donc pour le respecter dans dans son côté esthétique. Et là aussi, c'est un succès. Donc on peut marier, je pense, en tout cas c'est l'un des objectifs, le design, la beauté, peut-être même le beau vêtement et le jeu vidéo, pourquoi pas, le jeu vidéo qui est pourtant une sous-culture, mais qui arrive très bien à s'incruster dans tous les domaines. Certainement pour 2 raisons, mon cher ami. D'une part, parce que la mode est une industrie culturelle, comme le jeu vidéo participe de l'industrie culturelle. Et la deuxième chose qui m'avait, moi, beaucoup intéressé dans ce que tu avais dit, ce que tu avais écrit, de ce que j'ai vu à Saint-Étienne, c'est qu'en fait,
ce qui est fort dans le game design, c'est que le joueur, ou dans le jeu vidéo, le joueur intervient sur le jeu lui-même et les règles du jeu, n'est-ce pas? Et on voit dans la mode de plus en plus, on l'a montré à Bercy l'année dernière quand on a fait les scénarios 2030, ce qu'on appelle le consommateur co-créatif, c'est-à-dire celui qui doit pourrir la vie des marques, mais qui veut influer bien évidemment sur. Et je trouve qu'en ce sens-là, il y avait une espèce de pont dans les attitudes que l'on peut avoir en jouant, en modifiant les règles du jeu, en intervenant sur la composition et le déroulé de la partie, comme on peut le faire demain sur la mode. Et ça, c'est en grande partie grâce à la technologie, n'est-ce pas, monsieur? Exactement. Qui es-tu, Fabrice Jonas? Alors, je suis journaliste, tu es observateur, analyste de la technologie. Exactement. Je suis surtout un grand curieux comme garçon. Et j'ai créé une plateforme qui s'appelle My Fashion Tech, où je mets en relation en fait, des startups avec des marques de mode et des maisons de luxe pour qu'ils arrivent à travailler ensemble, tout simplement. Et donc pour ça, des fois, on me demande de faire soit de la curation, soit ce qu'on appelle du scouting, donc chercher des startups pour des salons, en France ou à l'étranger. Après, on les expose, on les montre et on explique ce qu'ils font. Et j'ai un rôle de traducteur, de translateur entre deux univers, un univers très technologique et un univers de la mode qui est beaucoup sur le marketing, sur l'émotion, sur la sensation. Voilà ce que je fais un petit peu. Et dans le détail, on y viendra tout à l'heure. Alors la mode, la transition, ben voilà, on est un jeune créateur. On s'est connu avec le camarade Grégoire, si je ne me trompe, quand vous avez emporté le prix à Dinan, le prix des jeunes créateurs, il y a 3-4 ans, c'est ça? Oui, bonsoir. C'est vrai qu'on s'est rencontrés sur le festival de mode de Dinan, il y a plusieurs années maintenant. Et oui, alors moi j'ai une marque de mode qui s'appelle Éclore. Donc, ça veut dire éclore, c'est lié à quelque chose? C'est le prénom de votre grand-mère, Louis non. Comme votre grand-père? Non. Alors éclore, c'est en fait c'est un mélange de deux mots et surtout un des mots qui me tenait à cœur, en fait, qui est vraiment dans l'ADN de ma marque, c'est l'intégration du sport en fait et la mode. Et donc la fin ORT parce que éclore ça s'écrit ECLORT, donc ORT c'est pour la fin du mot sport aussi. Et puis après, c'était l'idée aussi d'une nouvelle façon de porter le vêtement, donc l'éclosion, éclore, voilà, c'était un peu ces deux mix-là pour donner quelque chose d'assez concis et en même temps avec une certaine ADN et voilà, un petit message. Alors le pop, d'abord, est-ce que ça signifie... Ah bah tiens, on va poser la question à Dominique. Est-ce que ça signifie quelque chose, le pop? Je vais passer mes slides. Allez, envoyez. Elles sont où? Où est-ce qu'elle les trucs? Merci de faire passer les slides, messieurs de la technique, qu'on a vu tout à l'heure, n'est-ce pas, sur qu'est-ce que le pop, si tant est que le pop existe. Comme tu as dit, est-ce que la contre-culture existe? Ouais. Moi, j'aime bien faire des bases, en fait. Partir des bases et me dire qu'est-ce que c'est la pop culture. Bah alors, allons-y. Parce que sinon, on est dans la pop culture, tout est pop culture et rien ne l'est, quoi. Les bases. Alors, les bases. Donc, la pop culture, à la base, c'est l'appropriation de mouvements non dociles. Quand je dis non dociles, c'est qu'ils ne sont pas forcément contre-culturels, subversifs et métis. Donc, qui viennent déjà métisser un peu les genres, métisser un peu les couleurs, hein, déjà à l'origine, et qui deviennent partagés par le plus grand nombre. Donc, c'est aussi tout de suite street. Ça infuse de la culture orale, c'est hyper important. Il y a très peu de marques encore qui ont une culture orale. Par exemple, Hermès a une culture orale. Et évidemment, Instagram est une culture orale. Et ça se traduit par un style de vie émotionnel et fun, hein, ce qu'on appelle l'entertainment. Donc c'est à l'inverse de l'élitisme, à l'inverse de l'underground. Et il y a le gros danger du mainstream. Alors, moi, j'ai noté trois clés hein, pour rentrer. Ça va aller vite, il y a 4 slides. La première, c'est s'enflammer pour la jeunesse. C'est toujours la jeunesse qui crée les grands courants pop. 2, c'est réinvoquer les mythes. Et là, on est dans une époque où les mythes sont extrêmement importants. Toi, tu travailles sur les jeux vidéo. C'est un mix and match de mythes. Quand on regarde le hip-hop aujourd'hui, c'est extrêmement métissé. Et réinterpréter les esthétiques en entertainment, puisque, évidemment, le pop, c'est surtout esthétique. Donc la fureur de vivre, de la rue sortir du banal, c'est ça qui est intéressant. On passe par le street et on débanalise. C'est le contraire d'une marque de luxe qui va vouloir se débanaliser en rentrant par le street et en faisant une sorte de street couture que tout le monde fait. Ça veut dire qu'ils se trompent à ce moment-là? Oui.
Ils dévalorisent la marque. Et ils dévalorisent la marque. Mais après, bon, il faut voir aussi qu'avec la drop culture, c'est pas le même, on verra après. Mais porter des messages de ralliement vers le partage d'idéaux, on voit que Calvin Klein a toujours été là-dedans. Ils ont été extrêmement forts. Tu disais, ils ont fait CK1 il y a 18 ans. Mais aujourd'hui, ils ont lancé, il y a 2 ans, 3 ans, des portraits de jeunes hommes et de jeunes femmes qui étaient queer. Et là, on vient de voir que Bella Hadid embrasse Lil Miquela. Donc ça dit beaucoup, beaucoup de choses. Ça dit les influenceuses virtuelles, mais ça dit aussi le côté lesbien, mais avec un transhumain. Le 2, c'est réinvoquer les mythes. On est dans une période où les mythes sont extrêmement importants. Les mythes, c'est fondateur de société. C'est très fort chez les jeunes. Par exemple, Gucci est un grand manipulateur de mythes. Les jeux vidéo aussi. Donc, ils sont portés par des super-héros fondateurs. Les super-héros évoluent beaucoup, qui évoluent avec le temps, les mutations sociétales, et qui créent des communautés fictionnelles, qui réinventent les narrations portées sur les Instagram et sur tous les réseaux sociaux. Dernier point, l'invention esthétique technologique. Et là, je vous rejoins tous les deux, c'est par la technologie qu'on aura les esthétiques les plus fortes. Donc, il y a des attitudes, il y a des looks, il y a des styles de vie. Mais ce qui est important pour la pop, c'est le support d'imaginaire. Si on n'est pas en support d'imaginaire, derrière, on n'arrive pas à toucher les clients. Et c'est créer un choc expérientiel. Et aujourd'hui, ce qu'on voit apparaître, c'est beaucoup de laideur, en fait. On passe par la laideur, la désestisation. Par exemple, Gucci, quand il lance son maquillage, c'est gothique, mais il y a beaucoup dans l'art, il y a beaucoup d'univers chaotiques, et pas par la beauté. Donc je pense que maintenant, on va rentrer par la beauté. Mais c'est après. Voilà. J'ai fini ma petite presse. C'est pas base. Si mal les bases comme ça. Évidemment, je n'allais pas dire le contraire, Dominique, mais les garçons, vous avez envie de réagir sur les bases? La technologie, l'esthétique. Ça leur permet de parler, de critiquer. Non, mais moi je trouve ça vraiment très bien. Je serais peut-être un peu plus populaire. En quel sens, oui? Parce que pop, pour moi, ça veut dire populaire, tout simplement. Et c'est comment on passe d'une culture, une culture, comme tu l'as dit, il y a différentes tribus. Aujourd'hui, comment, effectivement, une marque de mode, un groupe de luxe peut réinterpréter, avaler, ingurgiter une culture. Et effectivement, on l'a vu sur le jeu vidéo, on a vu sur le street, qui est devenu le street luxe. Aujourd'hui, tout simplement, ces gens de la mode, ils font de l'argent. Où est-ce qu'il y a de l'argent? Dans la pop, dans ce qui est populaire, au sens propre du terme. Et en fait, pour moi, la plus grande icône pop, bien évidemment, c'est Andy Warhol. Andy Warhol qui vient du monde de la publicité. Et effectivement, derrière, c'est comment je fais de l'argent. Et ces gens-là, en fait, les gens du luxe, notamment, viennent rarement en avance de tendance. Ils viennent récupérer des tendances. On a vu Virgil Abloh qui fait un petit jeu. Ils viennent pas en amont des tendances parce qu'ils ont peur de se tromper ou ils laissent faire les autres dans le défrichage des chemins? Pourquoi? Parce que c'est un peu comme le gouvernement, comme les grosses institutions. Avant tout, je vais me dérisquer. Et pour me dérisquer, en fait, en question de business, je vais sur quelque chose qui commence à avoir un début de tendance, donc qui va faire du chiffre d'affaires. Quand à un moment on voit l'émergence du street, en fait, le luxe va se dire, voilà, ça va être sympa, je vais commencer à discuter avec Suprême, on va faire une collab. Et puis après, je vais recruter un Virgil Abloh. Je vais intégrer la culture encore plus fortement. Et puis le jour où il n'y aura plus ça, je vais les virer, tout simplement. Et là, on voit par exemple Dior qui nous fait une petite collection avec une Air Jordan à 4 000 €. C'est très sympathique. Aujourd'hui, c'est une paire de basket et c'est pas autre chose. Donc comment aujourd'hui, sur une basket qui est sûrement faite en Chine, j'arrive à la vendre à 4 000 €? Et donc là, derrière, on va avoir un discours marketing, on va parler de réinventation, d'histoire, ainsi de suite. Mais dans le même temps, moi, je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, on parle d'éco-responsabilité, de développement durable, et donc d'une production raisonnée. Et le luxe est en train de nous dire, en fait, aujourd'hui, je réinvente des choses et mon vêtement, mon produit va être beaucoup plus durable. Donc ça veut dire que je vais vendre moins. Et donc c'est un paradoxe, tout simplement. Oui. Ouais, non, c'est vrai, je suis assez d'accord avec tout ça. Et c'est surtout aussi, je pense, la transition entre ce qu'on disait un peu d'underground et à un moment, est-ce que c'est le mouvement lui-même qui passe dans la pop culture et les marques affluent parce que ça va être vendeur, ou même des fois c'est les marques qui font ce déclic-là, comme par exemple Levi's quand ils ont fait leur spot publicitaire il y a quelques années avec Mister Oiseau, qui à ce moment-là n'était pas du tout connu. Et en fait, c'est eux qui ont permis de faire cet élan-là. Donc souvent, c'est vrai que les marques s'en enrichissent, mais elles peuvent aussi, la contre-culture ou les cultures, les pop-cultures peuvent s'en enrichir aussi à l'inverse. Ouais, moi je suis mitigée parce que je travaille pour le luxe. D'abord, le luxe, c'est une manufacture à savoir-faire. Donc c'est très compliqué
d'aller vendre des produits un peu comme Burberry, Siemi, si tu veux, ou au Vuitton. C'est-à-dire on vend tous les mois des produits qui ne correspondent pas à la manufacture et à l'artisanat. On est dans une société où le digital est très important. Les influenceurs aussi, ils ont besoin de ces produits, ils les achètent très cher pour se montrer et pour avoir des likes. Donc on est dans une société qui est compliquée parce qu'elle est contrôlée par les réseaux sociaux. Alors maintenant, pour moi, le luxe est très fondateur de nouvelles contre-cultures. Le problème, c'est que dès qu'un artiste arrive et qu'il est doué, il est immédiatement récupéré. Et à 19 ans, 18 ans, 16 ans, ça veut dire même 16 ans et même voire 10 ans. Tu vois, par exemple, Michelle Obama, elle est en train de monter des nouvelles codeuses, Sabina Mekti, etc., qui ont 10 ans et qui vont maintenant rentrer dans les marques. Je pense qu'on est comme à l'époque des Médicis, à la Renaissance. C'est-à-dire qu'en fait, les marques mécènent, et avec tout le danger pour la marque et pour le jeune qui est en face de ça. Parce que le jeune, il doit récupérer son intégrité pour créer derrière. Je reviens sur une question de définition, parce que visiblement il y a plusieurs étages et je vais quitter la mode pour la pop culture. La pop culture, c'est la culture populaire. Alors, effectivement, s'inscrivent là-dedans plusieurs genres, c'est-à-dire la sous-culture et la contre-culture. La contre-culture, c'est par exemple, effectivement, dernièrement, ces dernières décennies, c'est effectivement la mode de la rue, qui a bien, et on peut même le dire depuis les années 60, en passant par les punks, et puis effectivement le rap, etc. On peut très bien faire une histoire de la culture de rue, la culture vestimentaire. Ça, c'est une contre-culture. Le jeu vidéo, par exemple, est une sous-culture. C'est-à-dire qu'elle est toujours reléguée au rang ou d'art dégénéré, c'est-à-dire qui rend débile les différentes générations des plus jeunes, où on la caricature en disant ce n'est que de la violence, ce qui est parfois vrai parce que c'est parfois de la violence, mais en oubliant qu'une bonne partie de notre culture occidentale se base sur la violence. La culture populaire, c'est par exemple l'Iliade d'Homère. Je vous invite à relire les plus de 14 000 vers de l'Iliade, qui sont génialissimes, mais qui sont, si on en faisait un film aujourd'hui, ce serait un film de George Romero, ce sera un film de zombies, ce sera un film d'horreur. On cherche la gloire, on fait comme les jeunes sur Instagram, c'est-à-dire sur la plaine de Troie, on va chercher la gloire, etc. Et donc on combat, etc. C'est ça le jeu vidéo aujourd'hui, c'est encore un média qui est jeune et qui combat sur la plaine de Troie et de cette manière-là. Mais c'est effectivement une sous-culture, et là-dessus, je trouve que les marques, alors luxe ou pas d'ailleurs, les deux se mêlent. Peut-être que celles non luxe ont plus d'intelligence, c'est parce qu'elles jouent. Et tu disais, Gilles, quelque chose d'intéressant, au cœur du jeu vidéo, il y a ce qu'on appelle le gameplay. C'est-à-dire que comme le jeu vidéo, c'est quelque chose d'interactif, la définition même du jeu vidéo se passe entre la relation entre ce qui se passe sur l'écran et le joueur, et sans cesse. C'est-à-dire que le jeu vidéo, c'est l'art de la récompense et du feedback. Or, c'est une vraie complexité à prendre en main de la part du luxe notamment, et pourtant Dieu sait qu'il y a de l'argent, mais à comprendre cette philosophie-là et à faire qu'elle passe de la sous-culture et à dire, ah non, effectivement, il y a de la contre-culture dans le jeu vidéo, on va arrêter de caricaturer ou de simplifier ce médium et le prendre au sérieux. Et c'est une vraie difficulté là où le rap ou le punk ou des choses comme ça n'ont pas eu ce type de difficulté du tout. Voilà. On parle des réseaux sociaux, tu me disais aussi une chose, Jean, qui m'avait beaucoup impressionné. Tu me disais la manière dont se conçoit un jeu vidéo, donc je reviens sur le game design, et ce qui va influencer ou donner exemple et peut-être créer modèle pour tout ce qui est autour des écrans. N'est-ce pas, la diffusion demain de l'information. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'on parlait des réseaux sociaux, la mode, et je veux dire, on est dans le cinéma de la mode, n'est-ce pas, bon, de l'industrie de la mode planétaire ici. La mode, en ce sens-là, je veux dire, elle est la première à repérer, répercuter, ou en principe, repérer et répercuter. Tu peux commenter un peu cet aspect sur la modification des écrans ? Les réseaux sociaux, enfin, notamment Twitter, mais Facebook l'a un peu fait, mais Twitter a asséné le dernier coup, c'est-à-dire c'est le mensonge de l'impression de temps réel. C'est-à-dire que quand on regarde Twitter, on a l'impression de vivre le monde en temps réel. C'est une supercherie. Ça va plus vite qu'avant, ça va plus vite que dans les années 60. Mais on ne peut pas vivre la vie en temps réel. On ne peut pas être en Chine et à la fois en Inde. On peut vivre beaucoup de choses sur Twitter. Mais il y a cette supercherie. Mais dans le même temps, tout le monde a suivi. Aujourd'hui, quand vous regardez ou écoutez les chaînes d'infos en continu, elles cherchent, elles quêtent... Le don d'ubiquité. Exactement, elle cherche ce don d'ubiquité et de dire oui, vous pouvez être en Inde et vous pouvez être à Paris, au Bourget, en même temps,
et tout ça en le vivant en temps réel. C'est-à-dire que là, voilà, c'est un peu le côté miraculeux, je dirais supercherie, mais il y a un côté magicien à cette révolution des réseaux sociaux, pour moi en tout cas. Moi, si je peux rebondir, tout à l'heure j'ai parlé d'Andy Warhol. Ce qui est bien avec Instagram, Twitter, c'est que tout le monde peut devenir un média. Et c'est ça qui a vraiment changé. Avant c'est avant maintenant, hein, bien évidemment. C'est le jour, c'est précédemment. Donc, il fallait passer par des médias, par un journal, par TF1, par Vogue. Aujourd'hui, non. J'ai une prise de parole directe via Instagram, via Twitter. Et donc, cette fameuse prédiction d'Andy Warhol, tout le monde peut devenir une méga star pendant 15 minutes, oui, ça arrive, et c'est maintenant. Simplement, il y a tout le monde dessus. C'est comme le tour des vacances, vous partez, on est tous dessus. Donc, à un moment, il faut remonter, il faut émerger. Et c'est la même problématique, c'est comment j'émerge. Donc, il y a des algorithmes. Et ces algorithmes, comment je vais les dompter, je vais réfléchir avec. Et donc, c'est de la communication. Et donc, derrière, il faut être subversif. Il faut être différent. Ce que fait Donald Trump sur Twitter, oui, c'est subversif. Il va contre le courant. À partir du moment où on est mainstream, on est populaire, on est grand public, on est comme tout le monde, on devient banal, on devient ordinaire, on devient chiant. Et c'est toujours pareil. Aujourd'hui, une marque, elle doit avoir ce qu'on appelle un statement. Elle doit dire quelque chose qui la dépasse et emmener des gens. Aujourd'hui, les marques de luxe, elles font du mécénat, moi je veux bien, mais elles doivent dépasser tout ça, elles doivent nous emmener vers quelque chose de beaucoup plus fort. Tu vois, par exemple, dans le maquillage, il y a eu un grand mouvement qui s'est passé, parce que je travaille dans le maquillage aussi. Il y a eu des... Avant, si tu veux, on regardait les travestis, on regardait les drag queens, avant que la vogue du transsexuel arrive et que toutes les questions identitaires se posaient. Et il y a eu une vague gigantesque de femmes qui ont commencé à se maquiller et à inventer des produits. Et à aller à l'inverse de tous les produits qu'on leur proposait. Par exemple, le fond de teint, ça devait être lourd et couvrant. Tout d'un coup, elles mettaient de la poudre, du talc, je ne sais pas trop quoi, c'est-à-dire à l'inverse. Et ces beauty junkies, comme on les a appelés, ont transformé la donne du maquillage. Ça veut dire que le luxe est obligé d'aller regarder ce qu'elles font, la culture populaire. Et ça va très vite parce qu'elles passent sans arrêt des petites vidéos, des mèmes, etc. Donc ça a vraiment transformé toutes les marques de maquillage, dont les marques de luxe. Mais c'est ce que je disais, elles viennent en réaction, elles ne viennent pas en anticipation. Et les marques de luxe, par définition, constatent un fait de société. Et derrière, elles s'adaptent pour survivre. Et donc pour faire du business. Et ce n'est pas autre chose. Quand on voit, et là je vais un petit peu diverger, que les marques de luxe comme LVMH vont racheter en fait tout ce qui va être real estate, pourquoi derrière? Parce que c'est un actif pour elles. Elles vont aller encore plus loin et donc elles vont devenir de plus en plus riches. Aujourd'hui, effectivement, si on veut aller sur le côté subversif, non, ça ne va pas être les marques de luxe. Et heureusement, j'ai envie de vous dire, si on va, on revient sur le côté punk. Tout à l'heure, si je peux juste finir sur le côté punk, par exemple, Le Bon Marché a organisé une très belle exposition sur le côté punk. Je suis désolé. Que passéiste, parce que le punk au Bon Marché, surtout le punk n'existe plus. Oui, punk is dead. Et le Bon Marché, non, c'est pas possible. Donc à un moment, on peut pas être mainstream, grand public et subversif en même temps. À un moment, il faut faire des vrais choix. Et je reviens à mon idée de statement. Et à partir du moment où on a fait une décision, on est contre les gens. Et si on est contre, en fait, on a des vraies valeurs. Moi, j'irais. Monsieur aime bien le subversif. Non, un produit comme GTA, un produit jeu vidéoludique comme GTA est un produit subversif. Et c'est pourtant le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps, GTA V. Et donc il fait partie du monde de la variété, dans les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus mainstream que ça. C'est plus mainstream que Mario. Et on se retrouve pourtant face à quelque chose qui est profondément un grand bras d'honneur à l'Amérique tout court. J'allais pas dire l'Amérique de Trump, mais c'est faux. En réalité, c'est plutôt l'Amérique tout court. Et c'est génial à jouer, mais on est à la fois dans le mainstream et on est à la fois dans le subversif. Alors, il y a peu de produits qui arrivent, il y a peu ils sont rares, donc j'en ferai pas une généralité, mais ça existe aussi. Tu peux rajouter quelque chose? Ouais, non, c'est vrai que je suis assez d'accord. Et sur l'idée, en fait, je rebondirais sur quand on est jeune créateur ou petite marque ou etc. Je pense qu'en fait, il faut surtout pas avoir peur d'être copié. Et même, c'est bien, en fait, c'est une espèce de validation. Et ça permet d'être vu. Et à l'heure d'Instagram, parce qu'en fait, c'est vrai que je vois beaucoup sur Facebook, etc., des jeunes marques qui se lancent. Et tout de suite, ils veulent déposer leur modèle, etc. Et en fait,
je pense que vraiment, si on veut vivre avec son temps, au contraire, genre, il faut que ce soit très ouvert. Et à l'heure d'Internet, si on est copié, c'est-à-dire qu'on est en avance. Et en fait, c'est tout bon. C'est là où vraiment on est percutant et je pense qu'on a réussi en fait. Ouais. Alors, sur Instagram, ce qui est intéressant, je reviens à la notion de curation. Pourquoi ? Parce que sur Instagram, on est curateur. On va partager des choses qu'on fait. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ce qui est valorisé, c'est plus la création, mais la curation, en fait. Et donc, les fameux influenceurs, les fameux Instagrammeurs, ils partagent ce qu'ils vivent, ils mettent en scène ce qu'ils font. Et après, non, tu peux... ils sont hyper contrôlés. Si tu veux, c'est une société de contrôle, Instagram. Non. Bah si. Non. Moi, je travaille avec une... Oui ou non? Ah bah si. C'est une société de contrôle. Hein. Nous, moi, je fais des petits groupes de Z qui ont, tu vois, 18, 16 ans, etc. Quand ils tombent amoureux, tu vois. C'est-à-dire, ils disent, on est en couple. Hein. Et ben, par exemple, t'hésites, ils ont 4 comptes Instagram. Hein, et ils mettent jamais sur leur compte d'influence, ils mettent jamais le mec avec qui ils sont ou la nana avec qui ils sont. Parce que c'est trop dangereux et que c'est hyper contrôlé par tous les autres. Donc ça, tu vois... Alors, il faut faire attention à l'histoire de la l'éruption de la vie, parce que d'un coup la vie ferait irruption dans cette espèce de média. Faire attention à la curation, parce que... Alors, tu disais sur la vie réelle. Oui, c'est pas la vie réelle. Tout simplement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on va se mettre en scène sur des réseaux sociaux. Et donc, on peut avoir plusieurs personas et donc plusieurs personnages. C'est pour ça qu'aussi, effectivement, sur Snapchat, Instagram, il y a des niveaux. Il y a maintenant, vous pouvez partager pour tout le monde ou pour vos amis proches. Et donc, effectivement, quand tu parles de contrôle, c'est aussi un contrôle de soi. Pourquoi ? Parce que derrière, on est sur ce qu'on appelle une société de la surveillance. Pourquoi ? Parce qu'on parle de transparence. Et donc, dès qu'on parle de transparence, on surveille. Ah, il est là, il est avec telle personne. Ah, il fait ça. Et donc, aujourd'hui, on va même, en termes d'impératif, on va vous demander d'être présent. Cette fameuse question, est-ce que je dois être sur Instagram ? La réponse est oui. C'est extrêmement dangereux. Si une marque n'est pas présente sur Instagram, on va lui dire oh, mais c'est qu'elle a des choses à nous cacher. C'est extrêmement dangereux. Donc aujourd'hui, il y a des impératifs sociétaux. Et donc derrière, comment je deviens subversif ? Eh ben, je suis plus sur Instagram. Je suis plus sur Twitter. Je suis comme Jonathan Franzen, en fait. Je me déplugue. Je m'enlève du monde, je m'enlève de la société et je parle de manière vraiment laconique, très peu de temps. Et donc, cette course à la surinformation, en fait, je vais être beaucoup plus léger. Et c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, on parle de grandes tendances, mais quelqu'un qui est subversif, il n'est jamais dans la tendance. Il est complètement différent, il est même hors société, il est même hors sol. Et c'est ça qui devient intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que sur plein de choses que tu dis, c'est aussi ce que, quand tu as dit les histoires de messages, de grands messages. Si on parle de culture populaire, et tu vois, ça rejoint aussi le problème des marques. Est-ce qu'une marque de luxe ou une autre marque peut être politique ? Une plus jeune marque, elle peut être politique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, une marque est politique ou pas ? Hein, vous avez parlé de Trump, mais par exemple, quand on parle du populaire, on parle de Hong Kong, on parle de Nuit debout, on parle de la libre parole dans Nuit debout, on parle de tout un mouvement qui se passe aussi dans la rue, dans le monde entier. Et peut-être que là, on a des choses très intéressantes qui vont faire bouger les marques, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, le populaire, c'est ça. Hein ? C'est la démocratie, c'est la libre parole. Du côté des femmes, c'est l'extrême expression des femmes depuis quelques années contre la violence. Et c'est ça le populaire, quand on dit culture populaire. Alors, moi, je serais plutôt sur... une marque, en tout cas une marque de luxe, elle a difficilement, effectivement, une expression vraie. Par contre, un créateur le peut. Et tu parlais de Trump, moi j'ai parlé de Nicolas Ghesquière, qui au moment de la visite de Trump, en fait, dans les usines de LVMH, s'est levé contre ça en disant non, moi je suis pas d'accord. Moi je trouve que ça dévalorise notre marque. Waouh, un créateur qui est payé par la deuxième plus grande fortune du monde, en fait, se dit non, je suis pas d'accord. Et à un moment, j'ai un début, en fait, de positionnement contre ma direction. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et moi, je trouve ça quand même assez fort. Donc aujourd'hui, cette parole libre, c'est de se dire... Et c'est aussi cette notion de collection. Aujourd'hui, un créateur, peut-être qu'il va rester 2 ans, 3 ans, et il va faire son maximum, et après, il va partir. Et donc, durant ce moment-là, en fait, il peut dérouler son imaginaire. Et moi, je prends toujours le même exemple. Je suis fan de la série Bref. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la série Bref. Une série Bref, en fait. Ça a duré 5 minutes. Et en fait, ils ont fait une saison. Pourquoi ? Parce qu'après, ils se sont dit, on va se redire, on va s'arrêter. Et aujourd'hui, les marques peuvent peut-être se dire, en fait, on va faire qu'une saison, on va faire un seul jeu vidéo, on va faire une seule conférence. C'est intéressant, ça. Et après, on va s'arrêter. La seule fois. On parle de collection capsule pour capter de nouvelles choses. Mais cette contre-culture est justement sur cette notion de, finalement, je vais faire des choses petites,
courte sur un peu de temps. Et finalement, je vais laisser une trace parce que j'ai pas cette course à la surabondance, à la surconsommation, à la surcommunication, comme peut être un Jacques Mus, un Olivier Rousteing, ou sur Instagram, ils nous abreuvent de ce qu'ils font matin, midi, soir. C'est pas les mêmes, mais on parle. Il a fait beaucoup pour la Parisienne. Moi, je suis pas anti-marque. Mais moi non plus, j'adore les marques. C'est pour ça que je vous en parle. Et je pense que les marques doivent être dans l'éducation aujourd'hui. Et je pense que c'est important si elles ont des finances et si elles peuvent le faire. En tout cas, moi, je les emmène là-dedans. Éduquer sur les parfums, éduquer sur le monde tangible, par exemple. Parce que, bon, le virtuel, les jeunes sont vraiment dedans. Et moi, je ne mélangerais pas Jacques Mus et Rousteing. Parce que ce n'est pas les mêmes. Alors et moi, chacun, d'ailleurs, a des trucs très chouettes. Je parlais d'Instagram, sur la manière de communiquer. Jacques Mus, il a transformé la Parisienne. Il lui a rajouté un esprit vacances et sud. Et il communique sur beaucoup de choses. Il est très apprécié. Et il y a quelque chose... C'est marrant parce que je connais quelqu'un qui travaille chez Jacques Mus qui a la prod. Et il est adoré par ses équipes. Et il est vrai, je pense qu'il a un truc vrai. Tu vois ? Et Rousteing dans son style là aussi. Dans son style là aussi. Ouais, Non, mais après, j'allais revenir sur juste ce qu'on disait avant sur la politique et l'engagement des marques dans la politique. C'est, je dirais, en fait, c'est... Parce qu'on fait le lien Small Like Pop et populaire, c'est ça. Ouais. C'est le chemin sur lequel nous emmenait Dominique. C'est ça. Oui, mais on est d'accord, On se pose la question. Et en fait, moi, je serais encore plus radical avec ça, c'est que, en fait, la limite est tellement fine entre inspiration et réappropriation culturelle. Et en fait, là où les grosses marques ont du mal, c'est que souvent, comme elles font beaucoup de chiffres, elles vendent beaucoup, il y a beaucoup de... Les gens ont l'impression, ou avec certitude ou non, ou peut-être ils ont raison, hein, je n'émets pas forcément de jugement de valeur, mais c'est là où c'est compliqué, en fait, quand vraiment le business rentre en jeu dans la création, parce que toute marque, toute collection a une inspiration diverse du monde une entier. réinspiration. C'est ça. Et donc c'est là où en fait le marketing et plein d'autres choses rentrent en jeu pour pas forcément rentrer dans le négatif en fait et pas avoir le sens qu'on veut. Et c'est vrai que de ce côté-là, les jeunes créateurs ont, je pense, un peu plus de liberté, comme ils ont moins de puissance financière et moins de vente, etc. Ils peuvent plus se permettre de choses, alors qu'ils sont pas forcément peut-être plus vrais. Hein. Ça veut pas dire forcément. Comment tu réagis sur l'idée de faire comme disait le camarade Fabrice, forcément, je veux dire en poussant le moins le bouchon, et de faire une seule collection, de disparaître à un moment, de réapparaître, parce que les jeunes marques comme les tiennes, c'est l'impression que j'ai, souvent vivent avec un petit cheptel de clients, n'est-ce pas? On en voit beaucoup dans le monde de la mode, n'est-ce pas? Surtout femmes, n'est-ce pas? La cosmétique aussi, voilà, c'est ça. On a 200, 300 clients, des clients qui sont dans une relation très proche, peut-être même enfermés, comme tu le dis toi-même, n'est-ce pas? Toi, non, captif, ouais. Tu as dit. De captif à faire enfermer. Non, c'est vrai que je trouve ça super intéressant aussi. Et sur ça, je pense que ce serait même... ce serait le mieux à faire, en fait, finalement. Mais dans la mode, je pense que c'est pas pour tout de suite et c'est très compliqué. Parce qu'en fait, il y a la culture de la marque, du nom de marque, de ce qu'elle va transmettre, des idées, etc. Et en une collection ou en un an, c'est très compliqué de le faire intégrer aux gens. Et en fait, c'est ce qui est le plus dur dans une marque. Donc le faire en une fois, il faudra avoir déjà une puissance. Et en fait, la marque, ce serait de changer tous les ans de marque, en fait. C'est là où le luxe est nocif, à mon avis. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu as une jeune chanteuse qui a à peine fait 2 sons, qui elle-même a envie de continuer, de se bouleverser, de changer. Et tout de suite, elle est prise par Balenciaga pour faire un concert. Et tout de suite, on dit, ah ben elle est comme ça, alors on l'étiquette comme telle et telle chanteuse, machin. Ben, c'est très compliqué après de revenir sur ce que j'appelle moi l'intégrité. Et c'est là où c'est compliqué. C'est-à-dire, tu peux être connu très vite. C'est qu'il faut, en fait, faut savoir dire non.
Et effectivement, ah non, mais oui. Tu dis pas non 3 fois quand non, même. mais c'est un moment, c'est où est-ce qu'on met nos valeurs? Est-ce qu'à un moment, effectivement, notre rêve, c'est de créer une marque et derrière d'aller travailler chez un Louis Vuitton, ou c'est de créer une marque et à un moment de grandir à son rythme? Et c'est vraiment des choix, en fait, et des positionnements. Aujourd'hui, tout le monde ne veut pas travailler dans une maison de luxe ou faire 300 millions de chiffre d'affaires. Il y a des gens qui vivent très bien à 100 000 euros ou 1 million. C'est vraiment des choix de société, des choix de vie et des choix de culture d'entreprise, en fait. Il y a des exemples dans Silicon Valley, une entreprise comme Buffer. À un moment, en interne, ils étaient 3. Et il y en a qui voulaient faire de l'hypercroissance, les autres pas. Ils ont demandé en interne aux 50 employés qu'est-ce qu'ils voulaient. Ils ont dit, bah non, on veut une croissance soutenue pour emmener tout le monde. Et donc, les 2 autres sont partis. Donc, c'est vraiment des questions de positionnement. Et je reviens là-dessus. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'une maison de luxe va vous appeler demain, vous êtes obligé de dire oui. C'est de l'argent, c'est vraiment vos choix. Et c'est comment vous construisez une marque. Et après, demain, si vous travaillez en freelance pour une grosse marque, c'est exactement la même chose. Vous avez des choix. Et dans le jeu vidéo, c'est pareil. Est-ce qu'à un moment, je c'est pareil dans le jeu vidéo, je travaille pour la même latitude. Non, c'est vraiment un monde d'itération dans le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'un 1 appelle un 2, qui va appeler un 3, parce qu'il va être difficile de... Même quand on est indépendant, alors on peut dire non, hein, mais chaque année va vous rappeler à faire une suite, notamment pas seulement parce que les marchés vont le demander, mais parce que les gens vont le demander. On parlait de une fois qu'on a cette communauté, ça marche aussi beaucoup par communauté dans le jeu vidéo, mais une fois qu'on a construit cette communauté, notamment sur les réseaux sociaux, voilà, ces gens-là sont là, effectivement ils vont aimer votre nouveau jeu, mais ils vont demander la suite du précédent, et ça ne va faire que monter en pression, et in fine, au bout d'un moment, on le fera ce 2. Voilà, GTA aurait pu rester au 1, au 2 ou au 3, mais non, il faut un 4 et il y aura un 6, parce que c'est presque l'esprit de la collection. Presque l'esprit de la collection. Oui. Il y a une forme de, voilà, une fois que c'est identifié, c'est pas tant le studio que le jeu lui-même, la saga, voilà. Ah oui, là, par contre, ça prend beaucoup d'importance. Beaucoup trop, hein, mais ça marche comme ça. Tu parles de saga, mais dans les films, la saga Marvel, au bout d'un moment, ils ont fait des... 23. Ils en ont fait 23. Eh ben, c'est juste fatigant. C'est juste insupportable. Ils n'ont plus rien à dire. Et donc, le risque, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui... Il y a toujours du monde. C'est ça, le truc aussi. Alors, il y a toujours du monde, mais c'est ce qu'on appelle une vache à lait. Et à un moment, effectivement, on fait de l'argent sur un truc. C'est ça, la culture populaire aussi. Et donc, il n'y a plus de créativité. Et on se perd dans un saga, un actif comme Disney. Disney qui a racheté Star Wars. Et je vous fais des spin-offs. Et je vous fais Yann Solo. Je vous fais du jeu vidéo dans Star Wars, non, ils ont abandonné le jeu vidéo, par exemple, Disney, parce qu'ils sont aperçus qu'ils ne savaient pas en faire. Donc voilà, ça a été mais tu vois, quand on regarde... Non, mais à un moment, voilà. Après, il faut savoir faire des films. Hein, quand on regarde Ubisoft, moi j'ai travaillé un petit peu avec eux pour réfléchir sur une marque de luxe. En gros, c'est une grosse marque. Hein. Et si tu veux, c'est vrai que sur les sagas, les gens peuvent changer un tout petit peu, sur l'ergonomie peuvent changer un tout petit peu, mais ça se termine quand même par des technologues créatifs super doués qui écoutent, mais tout est faux, quoi. Finalement, tu crées des communautés, des fausses communautés. Parce qu'elles ne peuvent pas vraiment intervenir sur la créa, elles ne peuvent pas vraiment intervenir sur l'ergonomie. Pas comme par exemple Game of Thrones, tu vois, où là, tout le monde rouspète en disant ça ne va pas du tout la fin, on veut changer. Mais parce qu'on ne connaît pas la vraie. Donc le problème, c'est que la base est littéraire et que l'adaptation, elle, c'est une adaptation d'un livre. Donc effectivement, si l'auteur n'a pas dit le mot de la fin, on peut toujours dire non, mais l'autre sera meilleur. De toute façon, on ne prend pas beaucoup de risques, ceci dit, elle n'est pas sortie. Dans les séries ou dans les films, tu as la capacité pour pas mal d'individus de donner leur point de vue, et tu as beaucoup de producteurs maintenant qui écoutent. Mais c'est vrai que le jeu vidéo, c'est quand même une énorme machinerie technologique et créative. Oui, mais parce que le mode de fabrication n'est pas du tout le même dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, si vous voulez, si un créateur ou une créatrice a une idée, aussi géniale soit-elle au départ, elle va se confronter au mur ce qu'on appelle le test. C'est une industrie à itération, c'est-à-dire qu'on teste l'idée. Ah oui, j'ai pensé à un personnage comme ça. Sauf que tout le monde s'en fout de ce personnage, on n'en veut pas. C'est quand même enquiquinant. Alors, je dis, il ne faut pas trop les écouter non plus. Lara Croft, par exemple, son créateur s'est confronté au marketing de sa boîte et on lui disait, bah non, c'est une femme aventurière, tu rigoles, une indépendante, ça va pas. Il a fini par le faire, Lara Croft et donc Tomb Raider, mais l'histoire est assez, là aussi, incroyable. Donc, et ce personnage est rentré dans la culture populaire. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, on dit que c'est un personnage extrêmement machiste.
Or, à l'époque, il a failli ne pas faire le jeu parce qu'on disait c'est une femme et pour des raisons machistes. Enfin, c'est-à-dire que là, tu vois combien les cultures orales sont importantes. Mais c'est vraiment combien du test. L'histoire C'est de vraiment la du test, le jeu narration vidéo. est important C'est-à-dire pour que toi, tu vois. Une idée peut vite être jetée à la poubelle parce que les gens, en fait, là d'un coup s'en fichent et il faut qu'il y ait cette confrontation avec le monde du test et le jeu est testé 1 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois jusqu'à ce que ça peut prendre. Mais c'est pas forcément en lien avec les communautés. Enfin, moi, après, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment ce qu'on appelle les stéréotypes de son époque. Et non, mais c'est ça. Lara Croft, quand elle est sortie, c'était un stéréotype. Et aujourd'hui, on est sur d'autres stéréotypes. Et simplement, la société avance par rapport à ça. Et aujourd'hui, il y a des choses. Tu parlais de la communauté LGBTQ. Voilà. Aujourd'hui, elle émerge. Et c'était pas il y a 10 ans, en fait. Et aujourd'hui, on voit dans les grandes marques, chez un Chanel, chez un Gucci, un directeur diversité et inclusivité. C'est quelque chose de complètement nouveau. On voit une femme transsexuelle qui pose pour Chanel pour faire du maquillage ou pour Gucci, qui est quand même un peu intéressé par ça, par ce sujet, qui pose dans Bloom, Harry Neff. On ne voit pas du tout la logique de la question de l'identité, de la recherche, par exemple, que porte Paul B. Preciado sur l'identité in progress, la capacité à avoir un 3e, 4e, 5e genre. Pour l'instant, ce n'est pas du tout défini par les marques et par personne. Hein. Mais c'est ce que tu disais, personne qui travaille là-dessus. C'est une question de temps, en fait. Pourquoi ? Parce qu'ils sont lourds. Ils ne viennent pas en avance de tendance. Donc, à un moment, ils font un test. Ils regardent effectivement par rapport à leur communauté, par rapport à leur cible. Et effectivement, à Chanel, va falloir emmener ses clients. Hein. C'est pas aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, c'est comment effectivement je passe d'une culture à une autre culture et comment je change d'identité au sens propre du terme. Voilà. Et pour toutes les marques, c'est toujours les mêmes histoires. Comment je passe d'une jeune marque émergente, sympathique, à une marque un peu plus mainstream, populaire, globale. Peut-être qu'on peut parler d'archétype et pas de stéréotype. Parce que le stéréotype, c'est vraiment dur. Peut-être l'idée des mythes que tu mettais en avant tout à l'heure aussi, peut-être. Comment ? Oui. Ça rejoint peut-être un peu l'idée des mythes que tu mettais en avant quand tu disais on revisite les mythes. Par exemple, il y a un mythe qui vient d'émerger et qui est lié aussi dans les quelques jeux vidéo que je pratique, mais pas beaucoup. Il y a un mythe qui vient d'émerger que moi j'appelle le gestionnaire du temps. C'est-à-dire qu'avant, il y avait l'éternel retour. Et bien maintenant, on peut prédire son futur, ses data, on peut regarder son présent et on peut aussi travailler son passé, regarder son passé autrement. Et refaire des tests, etc., par exemple de toxicologie depuis qu'on est petit, etc. Et c'est la seule fois dans la civilisation, depuis les cavernes, qu'on a réussi à faire ça. C'est assez intéressant de voir un mythe émerger. Alors moi, j'écoute les mythes quand ils émergent, les narrations orales, et j'écoute aussi les archétypes, parce que c'est intéressant. Et dans les jeux vidéo, je suis très attentive aux archétypes, parce que pour le coup, il y en a. Oui, il y en a même beaucoup, hein, les archétypes, ça c'est sûr. Non, mais je suis assez d'accord avec ça sur la mythologie, mais alors je serais pas lié où est notre inextinguible soif de mythes. Et alors que les mythes sont morts, mais on est quand même mélancolique et on finit toujours par être nostalgique de cette. Non, mais justement, du coup, mais est-ce qu'ils sont réels ? Je ne sais pas, moi, s'ils sont morts ou s'ils sont vivants. Ça, moi, je suis plutôt entre les deux. Est-ce qu'ils appartiennent encore à des fantômes, mais qui sont encore là, comme les fantômes des films d'animation de Miyazaki, ou est-ce que, au contraire, ils vont renaître d'autant plus fort parce qu'une jeune marque va arriver et va dire OK, puis d'un coup ça va être ça, parce que les gens vont le choisir. Pour moi, le mythe, c'est de l'ordre du phénomène, et le phénomène, ça ne se choisit pas. C'est-à-dire qu'on peut très bien travailler une success story, mais on ne travaille pas un phénomène. C'est-à-dire qu'à un moment... Gaïa, la mère nature. Allô, Greta Thunberg. Oui, mais par exemple, dans le jeu vidéo... Le problème et les Lolita. Dans le jeu vidéo, Gaïa, ça existe depuis... D'accord, mais c'est un mythe, ça. Oui. Il est là. Il y en a d'autres. Mais est-ce qu'il est vivant ou est-ce que c'est une nostalgie de quelque chose ? L'éternel retour, c'est un mythe. Alors moi, je dirais plutôt que les gens, en fait, ils cherchent des référents. Ils cherchent des repères, tout simplement. Et effectivement, on revient soit à des mythes, soit sur le passé, soit sur quelque chose d'actuel, soit sur des choses futures. Et donc aujourd'hui, effectivement, quand la société bouge très rapidement, effectivement, nos repères, que ce soit sur la religion, les syndicats, n'existent plus vraiment. L'économie est bousculée pour plein de raisons, le coronavirus, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on cherche des repères, des gens qui vont nous dire quoi faire, où aller. Et effectivement, les marques peuvent être certaines fois des repères, au sens propre du terme. Des constructeurs d'enfants, oui. Quand on est les Kellogg's, le Nutella.
Bien sûr, qu'est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on dort, comment on s'habille, et quelle valeur ça a. Et cette valeur de prix, elle est juste là. Bien sûr, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, effectivement, il y a aussi cette notion de déconstruction. Aujourd'hui, il faut critiquer la société, critiquer les marques, pour savoir si elles font vraiment écho à nos valeurs en interne. Aujourd'hui, une marque ne peut pas se faire l'écho de construire ses valeurs et d'expliquer pourquoi elle est dessus. Et après, quand elle fait des erreurs, récemment le style français, Gucci, Dolce & Gabbana, comment elle fait aussi ce qu'on appelle acte de contrition, comment elle change, comment elle explique. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est pas rectiligne, en fait. Aujourd'hui, face à l'incertitude du monde, que ce soit nous, dans nos vies, dans nos carrières, les marques, comment elles se réinterrogent, elles nous réinterrogent. Et ça, c'est extrêmement intéressant, en fait. Et moi, je vous invite, effectivement, à regarder comment elles réagissent, comment elles anticipent, ou quand elles ne font rien aussi, pourquoi elles ne le font pas, en fait. Mais c'est vrai que, en fait, moi, je dirais surtout le problème, si on peut dire ça, c'est en fait dans la création, c'est où, à quel moment rentre la morale. Et parce qu'en fait, il y a un jugement du client ou même de la personne lambda. Et en fait, c'est une création en elle-même, elle n'a pas de problème, ou elle est pas. C'est là où les gens vont se dire est-ce que c'est politiquement correct, ou est-ce que c'est dans l'air du temps, ou est-ce que c'est féministe, ou est-ce que c'est machiste. Et en fait, c'est là où les marques doivent se racheter, ou doivent communiquer différemment, ou changer leur fusil d'épaule. Et en fait, c'est là où, je dirais, le problème, en fait, c'est que normalement, il ne devrait pas y avoir de morale dans la création. Mais c'est vrai que, de par la mode, il y a un produit qui est sur le marché. Et là on ne peut plus... Là, ça bouge beaucoup quand même, hein, sur l'éthique. Oui, ouais. Mais à mon sens, ça bouge beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de morale dans la création. Ouais. Et on en revient même à dire, dans certains musées, de décrocher certaines œuvres. Ouais. Mais le bilan... pardon. Non, il n'y a pas de souci. Oui, mais on ne peut pas demander à une marque d'avoir un ADN qui est ouvert à, par exemple, certaines investigations. Par exemple, Calvin Klein est ouvert. Et c'est une marque ouverte. C'est pour ça que c'est une marque qui réussit bien. Dolce & Gabbana n'est pas une marque ouverte. C'est une marque qui est enfermée sur la Sicile. Ils tiennent des propos homophobes. Eux-mêmes, ils sont tous les deux gays, mais ça ne les gêne pas de tenir des propos homophobes. Mais on ne peut pas exiger qu'une marque prenne des partis pris si son ADN n'est pas dedans. Ça n'ira jamais. On peut exiger, on peut la pousser. Nous, c'est le travail qu'on fait. Quand on a un ADN de marque, on la pousse à discuter avec le monde présent, si tu veux. Ouais, mais si je peux me permettre, quand tu parles de marque, quand même derrière, il y a des gens, il y a des personnes qui gèrent ces marques-là. Et donc, ces gens-là, ils ont un point de vue, en fait. Une marque, on parle d'ADN de marque, c'est une construction intellectuelle, moi je veux bien, mais derrière, il y a des dirigeants d'entreprise qui diffusent une culture en interne. Et tu parlais de Dolce & Gabbana, et ainsi de suite. C'est ces gens-là qui doivent modifier. Ils sont encore vivants. Mais si tu veux Dior ou Chanel, c'est des marques très anciennes. Oui, mais Cartier, c'est pareil. Cartier, c'est pareil. Voilà, une culture un petit peu macho, je vais le dire comme ça, mais effectivement, c'est extrêmement compliqué. C'est une culture guerrière. Tu rien, si tu veux, sur la masculinité, pas macho. Mais derrière, voilà, il y a quand même, je le redis, il y a des gens, il y a des personnes à l'intérieur, et c'est ces personnes-là, en fait, qu'il faut soit pousser, soit changer. Moi, je suis d'accord avec Grégoire. Le problème, c'est que si on commence à faire rentrer la moralité dans cette fâcheuse histoire de création, il nous restera plus grand-chose. Par exemple, je suis assez jaloux de la musique. Je trouve qu'en musique, on peut avoir le rap, c'est-à-dire vraiment, j'adore moi ce rap avec des insultes toutes les 2 secondes. Enfin, faut savoir, c'est comme Homer, faut se confronter au texte. Quand on se confronte au texte de rap de Booba, c'est génial, mais c'est une déferlante absolument incroyable, grisante presque, d'insultes, d'ignominie. Alors, ça, comme on va dire, mais pourquoi ? Mais Céline est un ignoble salopard. Ses livres sont géniaux. Et c'est triste à dire, mais j'aurais préféré que ce soit quelqu'un de bien. Mais oui, enfin, quand même. Enfin, Céline, c'est un petit salaud, je veux dire. Voilà. Mais c'est un salaud ordinaire. Mais c'est pas un exemple, je veux dire. C'est ça. On peut pas le porter sur un mythe en disant c'est le piédestal. Et pourtant, Dieu sait qu'il écrit bien. Alors, on revient sur la séparation de l'œuvre et de l'artiste et de l'œuvre, mais je ne rentrerai pas là-dedans. Mais c'est juste dans ce côté moralité. En musique, on peut avoir Billie Eilish et on peut avoir Booba. Je trouve ça
pas inintéressant d'avoir des éléments créatifs qui explosent comme ça, et on se dit waouh, ça n'a rien à voir avec la choucroute, un peu comme le jeu vidéo, mais ça peut exister dans un même médium et dans une. Je pense que c'est ça la création, c'est-à-dire la possibilité que certes il y ait des monstres, mais que ces monstres n'écrasent pas parce qu'ils sont bloqués, ils finissent par être bloqués, ils finissent par faire une connerie, donc on fait intervenir la communication de crise. Voilà, attention à mon Dieu, l'ADN de la marque, etc. Là où des jeunes créateurs, eux, sont beaucoup plus souples. Ça ne veut pas dire qu'ils. Oui, il y a un ADN, mais qui est beaucoup plus. J'espère en tout cas beaucoup plus libre, beaucoup plus facétieux, beaucoup plus insolent, beaucoup plus etc. Oui, etc. oui, mais l'ADN, c'est pas la personnalité. Tu vois, quand tu montes ta marque, toi, tu arrives, t'es toi. L'ADN, c'est arriver à transformer toi en marque. Et donc, tu peux faire... En restant toi. En restant toi. Parce que la vérité, elle est là, la vie réelle. C'est une question de toi, quoi. Regarde, Bah Coco, oui. Gabrielle Chanel, bon, elle n'était pas très fréquentable. Hein. Et pourtant, elle a une marque qui est statutaire, machin, etc. Tu vois. Mais bon, bah, tout ce qu'on apprend sur elle, c'est un peu... Quand tu parles de Céline, elle était quand même... Sans commentaire, sans commentaire. Est-ce qu'il y a des questions autour de la table, nos amis là qui sont, comme vous l'entendez, passionnés par le sujet du pop, qui n'est pop et pas pop, c'est-à-dire en fait qu'est-ce qui influence la mode aujourd'hui, ou comment la mode peut être influencer d'autres modes de vie, au sens de notre vie quotidienne bien évidemment, est-ce que la mode y participe? Avez-vous une question à poser? Quelqu'un a une question à poser? Personne? Jeune homme? Mesdames, messieurs, n'ont pas de questions? Bon, alors moi j'ai une question encore à poser, c'est la dernière. Quelqu'un a parlé de la fureur de vivre tout à l'heure. C'est toi? Vous êtes dans la fureur de vivre, monsieur Grégoire? Faudrait une définition. Mais non, ah ben non, c'est fureur pas. de vivre, pointez à la ligne. La vie parfaite, la vie... C'est une bonne question, je sais pas. Non, je suis pas sûr, justement. Une question. Non, je crois pas, je sais pas. La fureur est une mauvaise chose, la Mais vie, oui, bien sûr. Bon. Après, je sais pas si moi je raccrocherais peut-être au fait de notre situation dans la planète aussi, parce qu'on est des individus, mais il y a une planète, et c'est vrai que je pense que en fait ces idées de, je sais pas, carpe diem ou fureur de vivre ou j'en sais rien, je sais pas pourquoi là j'associe les deux, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est bien. C'est plus, je dirais que c'est en fait c'est des adages ou des citations qui ont, je pense, du mal à rebondir sur les nouvelles générations. Et c'est vrai que moi, j'ai du mal à me, comment dire, à me projeter en fait dans le futur. Et je pense que c'est ça la vraie question aussi. Par exemple, les marques qu'elles devraient aborder, c'est en fait cette question de futur en fait qui est un peu totalement flou et sans vraie perspective, et c'est là où les marques en fait ont cette puissance, c'est en fait créer un nouveau mythe ou une nouvelle religion en fait, où les gens ont besoin de se raccrocher à quelque chose, surtout dans ces temps où on n'a pas vraiment de futur tracé, quoi. Alors moi j'ai une question pour toi. Pourquoi tu as créé une marque? À la base vraiment. En fait, moi, je voulais vraiment travailler dans le milieu du sport et créer une marque de sport parce que j'estimais que, surtout sur les vêtements d'équipe, etc., il n'y avait pas assez de création. Et en fait, c'était vraiment séparé, c'était que des produits marketing, style le maillot de foot de l'équipe de France ou du club d'à côté. Il n'y a pas du tout de création et moi, en fait, je voulais apporter ce côté-là. Et en fait, après, je suis rentré à S-Mode et ça m'a ouvert aussi d'autres champs des possibles. Et du coup, en fait, quand j'ai lancé ma marque, elle s'est retrouvée en fait une marque de mode somme toute lambda et plus forcément axée que sur le sport. Mais du coup, j'ai essayé de mixer vraiment le sport et la mode dans ma marque en fait. La fureur de vivre, c'est la passion. Moi, je pense que tu devrais être fier de faire ce que tu fais. Ah oui, parce oui, qu'entreprendre, c'est vraiment la capacité de votre génération. Tu ne devrais pas dire une marque lambda. Non. Tu devrais être fier de ce que tu fais. Oh ouais, non, mais je suis fier de ce que je fais. Non, mais c'est parce que elle est un peu comme ça en fait. Non, mais c'est super, quoi. Non, mais elle a raison. Mais c'est vrai. Non, en fait, créer une marque, c'est vraiment se lancer dans le vide et vouloir changer à ton niveau, que ce soit ton quartier, ta ville, un pays, le monde entier, et de se dire, je commence. Et c'est durant le cheminement que tu vas trouver des solutions.
au sens propre du terme. Et ça demande une certaine forme de courage, ou voire d'inconscience, ça dépend, c'est une question de point de vue. Mais le courage, c'est quand même beaucoup mieux, et- n'est-ce pas? La prise de risque, c'est quand même mieux, quoi. Le chef C'est plutôt pas d'entreprise, mal, hein. oui. Mais exactement, vous voyez, là, le Exactement. salon s'est maintenu, c'est compliqué ce qui se passe en ce moment, vous Il savez, paraît, avec ouais. le monde entier, le salon est là et on travaille, et vous êtes venus, Et nous on aussi, discute, et on est content d'être ensemble. Alors merci beaucoup, tous les regards sont vers vous tournés, n'est-ce pas, comme on dit dans T'as pas le choix, Bajazet. Donc, alors, Pour succès, les on va commandes, tous... c'est maintenant, hein. Les commandes, c'est maintenant. Bravo, bravo, pardonnez-moi Dominique, bravo Grégoire, merci Fabrice, un grand bravo mon cher Jean. Vous avez vu discuter de manière un peu libre et un peu sauvage peut-être, mais c'est ça qui était intéressant, puisqu'on était pop, donc on est peut-être un petit peu sauvage également. Merci.